l'impression qu'on attaque surtout les multinationales et les pays où ces délits sont posés, ben, on ne leur demande pas de compte. Ils s'y sont dit, parce qu'ils sont quand même responsables de ce qui se passe chez eux. Enfin, je trouve. Alors, c'est ce que aussi rappelé Béatrice. La question, je pense, c'est pourquoi ne demande-t-on pas de compte aux États dans lesquels les dommages ont lieu et qu'on demande des comptes au niveau multinational. Alors, les États, donc dans ce qu'on nous a présenté aussi, les principes directeurs de l'ONU, ont effectivement l'obligation de protéger les citoyens contre des violations, et notamment en prenant justement des lois, comme les lois qu'on vous a présentées, et aussi en donnant un accès effectif à la justice. Donc là, effectivement, les États dans lesquels, par exemple, je vous ai cité des cas tout à l'heure, n'ont pas de système juridique très efficace qui permette aux victimes d'aller directement devant leur justice pour demander des dommages et intérêts. Mais il ne faut pas confondre. Il y a derrière cette responsabilité de l'État, et c'est ce que nous disent souvent les multinationales, mais nous, on n'y peut rien, en fait, c'est la loi du pays ou c'est l'État qui ne protège pas. Et ce n'est pas vrai dans la mesure où l'État a souvent un droit minimal, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, Vinci ne respecte pas, par exemple, les standards qataris, ou Auchan ne respecte pas, en tout cas c'est ce que nous avons démontré, donc, mais je garde le conditionnel parce qu'on a été attaqué en diffamation beaucoup de fois, et on est encore attaqué en diffamation, et Vinci me demande 100 000 € personnellement, donc je vais faire attention à ce que je dis, nous avons voulu montrer en tout cas par exemple qu'Auchan ne respectait pas les standards bangladais. Donc on parle bien de l'activité d'acteurs privés. Là, effectivement, on pourrait aller devant ces États aussi pour demander réparation, mais ceux qui commettent les dommages ne sont pas les États. La faute des États dont vous parlez, la responsabilité des États, c'est d'instaurer effectivement un système juridique qui permettrait à ces victimes d'avoir un recours effectif à la justice. Mais les dommages qui sont causés sont bien causés par les multinationales, l'activité des multinationales et l'activité des maisons mères qui décident in fine de l'activité de leurs filiales et sous-traitants étrangers. Je sais pas si vous voulez. Oui, bien sûr. Mais, première chose, nous sommes tous justiciables. Vous et moi, par exemple, si on vole, je ne sais pas, du pain à la COP à Migros, on risque d'aller en prison. Hein? Rien que ça. Ou une infraction au code de la route, on peut aller en prison. Mais ces entités, elles commettent des graves violations, des graves crimes, elles ne sont pas poursuivies. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, les États, c'est ce que je disais très rapidement dans mon intervention, mais je répète, les États, en quelque sorte, en modifiant les législations, en adoptant des accords commerciaux sur les investissements, etc., ont donné trop de pouvoir à ces entités. Il y a des entités qui sont vraiment échappent à tout contrôle, non seulement judiciaire, mais aussi politique, démocratique. Donc, ces entités, en quelque sorte, les États ont créé une sorte de Frankenstein. Maintenant, ils n'arrivent plus à contrôler. Alors, un exemple positif. Donc, Marie-Laure a parlé d'exemple négatif, la capacité des pays du Sud, c'est-à-dire que leur système judiciaire ne marche pas, ou il n'y a pas de capacité, mais quand ça marche, on ne respecte pas non plus. Par exemple, nous, au CETI, on a un cas qu'on suit depuis plusieurs années maintenant, Chevron en Équateur. Donc Chevron en Équateur a détruit la nature, a pollué. Il y a même un peuple qui a quasiment disparu, un peuple autochtone là-bas. D'accord? Et au début, les victimes sont allées aux États-Unis pour faire un procès, puisque c'est une compagnie, donc son siège est basé aux États-Unis. Les victimes sont allées là-bas.
Et à l'époque, cette compagnie a tout fait pour venir à l'Équateur. On disait que non, on préfère que ce soit en Équateur. Puisqu'à l'époque, il y avait un gouvernement avec lequel cette compagnie avait des facilités. Elle pensait qu'elle allait gagner haut la main le procès. Mais il se trouve qu'entre-temps, le gouvernement a changé. Et Correa a tenu bon. Et il y a eu une condamnation. Il y a eu une condamnation pour un peu plus de 9 milliards de dollars, dommages et intérêts contre Chevron. Alors, Chevron a fait quoi? Chevron est allé de nouveau aux États-Unis et instrumentalisé la justice des États-Unis, la justice américaine, pour bloquer l'indemnisation, c'est-à-dire honorer la condamnation qui a été prononcée à l'Équateur. Et elle est allée même très loin. Elle a commencé à criminaliser les victimes, en disant que, ah non, ce pas des victimes, ils veulent extorquer, je ne sais pas comment on appelle ça, extorsion de fonds, en utilisant une loi aux États-Unis qui s'applique aux mafiosos. Non, vous rigolez, mais c'est ça, vous pouvez trouver sur notre site. C'est un avocat américain qui connaît très bien le système qui a fait le rapport. D'accord? Donc, ça va très bien. Quand ça marche, le système juridique, là on bloque, on ne veut pas payer. Donc, la réponse à votre question, premièrement, donc, il n'y a pas de raison que ces entités échappent quand elles commettent violation de crime. Et deuxièmement, vraiment, dans les pays du Sud, il y a les victimes sont surtout là-bas. Par exemple, si on prend les chiffres de la CNUSED, 80% des transnationales sont basées dans les pays du Nord. Et les crimes, en proportion, sont commis dans ces pays-là. Si on arrive à réussir avec l'initiative suisse, ce sera vraiment une victoire importante. Une victoire importante de dire, maintenant, pour ces entités, il n'y a plus d'échappatoire. Donc, vous commettez des crimes de violation, vous allez assumer. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir, c'est aussi l'astuce que Marie-Laure essayait d'expliquer, donc à la fois pour les personnes physiques, à la fois pour les personnes morales. C'est-à-dire que pas seulement l'entité en tant que compagnie, mais aussi les dirigeants. Et non seulement entité mère, mais toute la chaîne, dans le jargon on appelle chaîne de valeur. C'est-à-dire que ce soit des sous-traitants, filiales ou que sais-je, des relations commerciales, il faut que tout se passe. Parce qu'aujourd'hui, avec les modifications des lois, maintenant le champ est libre pour ces entités. C'est ça le drame. Alors, pardon, je me suis alors, juste un peu. Ouais. Je ne suis pas du tout un pro de l'économie, donc je pose une question un petit peu, peut-être, qui peut vous surprendre. Quand on attaque, je me lève. Quand on attaque une entreprise, on attaque qui concrètement? Est-ce que les propriétaires, donc les actionnaires majoritaires par exemple d'une entreprise, sont directement touchés? Est-ce qu'ils doivent payer? Est-ce que c'est eux qui doivent amener une délégation sur place auprès de la justice pour représenter l'entreprise? Donc finalement, je pose la question parce que finalement, derrière ces entreprises, souvent c'est des États qui sont concernés, des États ou des gros groupes, autres gros groupes qui détiennent les actions. Donc finalement, pour moi, ça reste nébuleux tout ça. Puis j'ai une deuxième question par rapport aux multinationales, à l'initiative sur les multinationales. Est-ce que cette initiative pourrait permettre de lutter contre le dumping salarial en Suisse, qui est exercé par ces grands groupes qui sont aussi actifs en Suisse, contrairement à ce qu'on peut peut-être penser des fois, parce qu'on parle beaucoup d'étrangers, mais ils sont aussi actifs de manière négative sur notre sol, tant en termes de pollution chimique qu'en termes de questions salariales, sociales et salariales. Merci. Peut-être juste sur la première question, et je me permets juste de compléter ce que vous disiez aussi tout à l'heure sur Chevron, parce qu'on travaille aussi avec les avocats de Chevron. Je ne voulais pas donner l'impression de dire que dans tous les États, le système juridique ne marche pas. Je
je vous disais justement qu'effectivement, il y a déjà des lois, mais que les multinationales ne respectent pas. Et un autre cas concret comme ça, c'est que Total, par exemple, au Nigeria, continue, comme la plupart des pétrolières sur place, à, vous savez, faire du torchage de gaz, c'est-à-dire que quand on extrait du pétrole, il y a du gaz qui sort et en fait il est brûlé alors qu'il pourrait être récupéré. Et ça, par exemple, la Cour nigérienne, depuis des années, la Cour suprême a jugé ça illégal et Total, en toute impunité comme d'autres, continue de torcher le... Donc c'est un autre exemple pour montrer qu'effectivement, même quand les États essaient de l'interdire, c'est très compliqué de faire appliquer ces lois aux multinationales. Donc comment justement on demande aux multinationales de respecter? Alors en fait ça dépend du droit de chaque État. En France, par exemple, on a cette responsabilité, cette personnalité juridique des personnes morales, on appelle personnes morales, et donc on peut attaquer directement une entreprise, mais ce sont ces dirigeants qui répondront. Et enfin, pour schématiser, on peut aussi attaquer les personnes françaises, les dirigeants, pour des fautes qui seraient détachables de leurs fonctions. Mais si ces fautes ne sont pas détachables de leurs fonctions, alors c'est la société qui peut être responsable. C'est schématique, mais par exemple pour Vinci, nous avons pu attaquer les deux. Nous avons attaqué la société, Vinci Construction Grand Projet française, mais aussi les dirigeants français dans la filiale qatari. Donc ça peut être aussi un autre levier, par exemple, parce que c'est très difficile de montrer le lien de contrôle. Pour attaquer une multinationale en France, par exemple, on doit montrer qu'elle contrôle sa filiale à l'étranger. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué, même pour des avocats spécialisés. Et il y a tout un tas d'indices qui permettent de le trouver. Et donc, parfois, passer par les personnes physiques, c'est aussi un biais. Par exemple, si vous n'arrivez pas à montrer le contrôle, vous savez que telle personne suisse, par exemple, travaille dans telle filiale au Congo, et bien cette personne pourrait pourrait être poursuivie en Suisse pour ce qu'elle fait si ses actes sont détachables de ses fonctions. Voilà. C'est juridique, j'espère que c'est clair. Non, en termes de Juste pour compléter rapidement ce que dit Marie-Laure, justement, n'existe pas dans tous les pays. D'accord? C'est-à-dire que la criminalisation des personnes morales, comme ça n'existe pas, l'intérêt aussi de cette démarche au niveau international, essayer d'harmoniser, de systématiser, c'est qu'on puisse attaquer les personnes morales quand elles commettent des crimes ou des violations ou qu'elles se produisent. C'est aussi l'intérêt. Hein. Mais est-ce que le propriétaire peut être attaqué? Parce que là, on parle de dirigeants qui représentent une entreprise, mais pas qui sont les vrais propriétaires. En fait, comme dans les pays où il existe une personnalité juridique pour les personnes morales, c'est la société qui sera visée. Et le dirigeant ne sera inquiété que s'il a fait une faute détachable de ses fonctions. Ça, en tout cas, c'est en France, mais effectivement, malheureusement, dans tous les pays, ce n'est pas le cas. Et donc, on doit prouver la faute précise de chaque entité physique. Voilà, donc ça dépend de chaque pays. Et l'idée, effectivement, c'est, je ne sais pas en Suisse. J'imagine que c'est pareil qu'en France. Oui, je pense que c'est la même chose. Et puis pour répondre à la première question, alors non, l'initiative, elle ne va pas concerner les pratiques économiques sur le territoire. Pas que ce soit, pas qu'on estime que ce soit pas nécessaire de le faire, mais il faudrait utiliser dans ce cas les voies de recours juridiques existantes et puis les voies politiques pour ce faire. En fait, l'initiative, elle se base sur du droit international. Donc quand on dit violation des droits humains, violation des standards environnementaux, on veut dire quoi? On veut dire la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte 1, le pacte 2, les conventions fondamentales de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail. Et puis ça c'est encore assez simple, le droit humain, mais parlons d'environnement. Là ce sont des normes environnementales, soit d'organisation internationale, soit de conventions, mais qui sont du droit international public, comme la convention, le protocole de Montréal sur la protection de la couche d'ozone par exemple. Ou bien, alors ce sont encore des standards privés comme l'ISO. Et ce sera évidemment au juge de déterminer au cas pour cas quels
sont les droits et les standards qui ont été violés, mais ce sera au législateur de les déterminer concrètement. Nous, on l'a fait, on le fait dans notre explication du texte de l'initiative que vous pourriez regarder. Ouais, juste par rapport à la Suisse, pour continuer dans le sens de votre question, vous savez que depuis plusieurs années, les syndicats dénoncent le problème de sous-traitance, en particulier dans la construction, pas seulement mais dans la construction. Et qu'est-ce qu'on fait? Les entreprises font venir des sous-traitants, donc des travailleurs des pays de l'Est, et même parfois le week-end, c'est vite fait, hein, en 2 jours, ils construisent des pieds. Après, ces gens-là partent ni vus ni connus. Donc là-dessus, si je me souviens bien, c'était l'année passée, au niveau fédéral, il y a une loi sur la sous-traitance, même si par les syndicats est jugé encore pas assez fort, mais il y a une tendance quand même, que ce soit en Suisse qu'en Europe. Je crois que Marie-Laure a parlé de la France, mais elle n'a pas parlé de l'Europe. Au niveau européen aussi, il y a quelque chose de ce style. Il parle de travailleurs détachés. Donc c'est l'histoire toujours de sous-traitance. Donc il y a une tendance, hein, mais par contre c'est toujours insuffisant et pas assez fort, et puis c'est pas généralisé. Donc ce qu'il faut faire, justement, encore je reviens aux démarches au niveau international, donc on doit avoir cette connexion, hein, cette articulation au niveau national et international, pour que ces entités qui trichent, ces entités qui commettent des crimes ou des violations n'échappent pas à leurs responsabilités. C'est ça l'enjeu. Très bien, il y avait monsieur et puis ensuite monsieur. Je crois, non? Oui. Vous passez sur Je veux dire quelque chose. Très bien. Excusez-moi, j'ai 3 questions. Là, je suis plus conseiller national, donc je suis l'élève. J'ai 2 remarques de questions. D'abord, je vous remercie pour tout votre engagement, c'est magnifique. Quand même 2 remarques, ce serait dit le représentant du CETIM. D'abord, en Allemagne, les entreprises électriques ont demandé des dédommagements par rapport à l'arrêt des centrales nucléaires, mais n'ont pas obtenu pour l'instant. Ils sont en procès, donc vous avez dit qu'ils ont obtenu des milliards, pour l'instant ils n'ont pas obtenu. Le gouvernement allemand se défend et le procès est en cours par rapport à l'arrêt des centrales. Par contre, après, ça va beaucoup plus loin parce que ces sociétés ont réussi à dissocier ce qui est rentable. Donc, ils ont séparé leur société en 2 et en fait, ils sont en train de créer des mauvaises sociétés qui comprendront que les activités du nucléaire et à la fin, elles feront faillite. Et puis, c'est comme l'État qui devra traiter les déchets et tout ça. Mais ça, c'est un autre discours. Mais en tout cas, devant les tribunaux, ils n'ont pas gagné pour l'instant. Hein. Peut-être je me trompe, mais ce que j'ai vu pour l'instant, ils n'ont pas gagné. Ils sont au stade des recours et des tractations. Maintenant, une autre remarque par rapport à Madame qui représente Sherpa. Est-ce que Sherpa a modifié son attitude et ses modes de financement? Parce que moi, j'ai un souvenir très désagréable où Sherpa a obtenu, disons, dirigeant à l'époque, il y a quelques années, 80 000 francs d'EDF. Et je ne sais pas si Sherpa attaque aussi EDF, qui commet des graves infractions au droit. Oui. En tout cas, en Suisse, c'est sorti très fortement dans la presse. Je pourrais vous donner les relations. Je pense que M. Bourdon, je crois. C'est pas Total plutôt? Pardon? Pas Total plutôt? Non. EDF, Sherpa. Et EDF commet des graves violations au Niger, avec ses sociétés filiales et tout, pas seulement envers le gouvernement, mais aussi envers les travailleurs. J'aimerais savoir si Sherpa attaque aussi EDF. Mais j'espère que vous ayez échangé dans ce. Donc ça, c'est des remarques. Alors, une question précise. Vous avez mentionné ces lois internationales, ces accords internationaux qui privent l'État, par lesquels l'État se prive de ses capacités d'agir, et même il y a les lois privées qui priment sur les lois de l'État, si on veut. Est-ce que vos organisations luttent contre maintenant ces traités internationaux, transatlantiques et autres qui se mettent en place et qui sont très très dangereux et qui vont vraiment dans le sens contraire de l'initiative que vous présentez? Par rapport à l'Allemagne, je crois qu'il y a plusieurs procès en cours.
moi je faisais la référence à une compagnie suédoise qui s'appelle Vattenfall. C'est au niveau international toujours, hein, c'est cette structure qui est gérée par la Banque mondiale, hein, c'est CIRDI. C'est là-bas que cette compagnie réclame pour manque à gagner parce que l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. Donc, réclame des indemnités de plus de 5 milliards, si je me souviens bien. Donc c'est une absolue... Si j'ai donné cet exemple pour dire qu'on ne peut pas mener une politique publique avec tout le pouvoir qu'on a accordé à ces entités avec des accords internationaux. Ce que vous dites est effectivement très juste, hein, entre l'Europe et les États-Unis, les discussions en cours. Justement, on a pu faire cette liaison, par exemple, l'année passée, au moment du groupe de travail. Il y avait des groupes qui sont venus, on a fait une alliance en quelque sorte, des manifestations communes. Donc on est allé devant l'ambassade de l'Australie, je crois que c'est là-bas qu'il était en discussion entre 50 États, l'accord en question. Donc évidemment, il faut combattre. Il faut combattre. Par rapport à ça, je vous recommande vraiment très chaleureusement de lire ce livre, Commerce, c'est la guerre. Et c'est justement là-dessus. Il y a l'exemple de l'accord entre l'Union européenne et l'Afrique. Et il y a une narration dedans. Ce qui est écrit, c'est pas n'importe qui. Vous me permettez, je fais un peu de pub. Ce monsieur, il est l'auteur, hein, il a été tous les côtés de la barrière, si j'ose parler comme ça. Il était professeur d'économie, militant qui a créé des associations. Il était délégué gouvernemental pour plusieurs pays européens dans les négociations au sein de l'OMC. Donc, ensuite, il a fini sa carrière comme directeur de South Center à Genève. D'accord ? Un peu le pendant, je j'ose parler comme ça, de l'OCDE pour le pays du Sud. D'accord ? Donc, lui, il est témoin direct. Donc, il a fait une narration à qui profitent finalement ces accords. Et noir sur blanc. Donc, il a expliqué dedans, je vous recommande très chaleureusement, c'est pas pour le livre, mais le cas est vraiment très parlant et très concret. Quoi. Ouais. Alors, sur EDF, je ne sais pas de quoi vous parlez. J'aimerais beaucoup lire cet article, effectivement, parce que vous venez peut-être avec Areva. Donc, nous avons... En fait, pour répondre donc à votre question sur les financements, est-ce qu'on attaque des entreprises dont l'État est actionnaire? Alors oui, puisque Areva, donc l'État est actionnaire. EDF, GDF, nous essayons justement de voir ce qu'ils font notamment dans des barrages au Brésil. C'est assez catastrophique les violations de droits qu'il y a là-bas. Et puis nous avons attaqué l'État français pour, par exemple, sa participation à l'exploitation d'or contenant beaucoup de mercure en Guyane française, par exemple. C'est un des axes de plaidoyer de Sherpa, l'exemplarité de l'État, c'est extrêmement important, évidemment. Sur notre financement, évidemment, nous ne recevons aucun fonds de multinationales. On aimerait bien, parce que je pense qu'on serait beaucoup plus frappant, beaucoup plus efficace, parce que là, on est très peu. Et on est tous les ans justement en train de se demander pourquoi les gens bizarrement n'aiment pas financer des associations qui s'attaquent à des multinationales. Donc on est une toute petite association et effectivement on devrait peut-être réfléchir à recevoir de l'argent des multinationales. À la limite, ça serait un meilleur investissement. Et je pense que ça ne nous priverait pas de toute façon de les attaquer, puisque si on regarde le financement de beaucoup d'autres associations avec lesquelles nous travaillons, que ce soit Amnesty International, CCFD, Terre Solidaire, qui est une énorme association, certains d'entre eux, ou FIDH, ne se privent pas d'accord ou de financement de multinationales. Et juste pour répondre à l'accord du coup sur peut-être Areva, c'est un accord effectivement qu'on a passé avec donc Areva. Alors pourquoi? Parce que Sherpa, on a essayé en fait tous les moyens judiciaires ou extrajudiciaires. Et aujourd'hui, je vous ai parlé du point de contact national, je vous ai aussi parlé d'accord, parce qu'effectivement, on a l'espoir de pouvoir faire bouger en fait les acteurs économiques par tous les moyens en fait, pas seulement le judiciaire ou les lois. On a par exemple aussi attaqué la BEI, la Banque européenne d'investissement, devant son mécanisme de plainte. Mais les accords Areva, c'était en fait
des centaines de travailleurs au Gabon et au Niger qui avaient a priori souffert de la radioactivité, de l'activité d'Areva. Et donc on a demandé à l'entreprise de mettre en place, c'est de ça dont vous parlez ? C'est Areva, voilà. Et donc on a demandé à l'entreprise de mettre en place des consultations médicales pour pouvoir indemniser les travailleurs gabonais et nigériens. Nous avons dénoncé ces accords il y a peu de temps, effectivement, parce que sur tous les centaines de travailleurs qui ont été consultés, aucun n'a été indemnisé, aucun n'a été reconnu comme malade du fait de la radioactivité, alors que quelques expatriés, mais uniquement à compter sur les doigts de la main, ont été reconnus comme effectivement malades du fait de la radioactivité. Donc on a dénoncé ces accords et on a dit à Areva que c'était tout à fait normal. Réponse très ironique d'Areva, oui mais vous savez, ces gens meurent avant, ils meurent du palu ou d'autres maladies avant de pouvoir développer ces maladies radioactives, et donc c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas, mais nos experts étaient indépendants. Voilà. Et effectivement, il y a eu aussi un accord entre Japa et Total pour esclavage moderne en Birmanie. Moi, j'étais pas là à l'époque, mais voilà, je pense que ce sont des choses qui se défendent, en tout cas dont on n'est absolument pas, dont on ne rougit pas, au contraire. Et FIDH, par exemple, a des accords avec Carrefour aujourd'hui pour essayer de les faire bouger. Nous, c'est pas notre politique parce qu'on a été déçus, justement. En tout cas, aujourd'hui, on est plus dans le judiciaire et dans le plaidoyer pour avoir cette loi. Mais ça a fait avancer quand même les choses dans certains cas. Et aujourd'hui, on essaie de réfléchir à un moyen, justement, de continuer à demander à Areva de prendre ses responsabilités au Niger et au Gabon. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et vous avez une autre question sur... C'était quoi votre question plus générale ? Le TIPP et puis tous ces accords qui vont vraiment dans le sens opposé à celui de l'initiative, parce que ça priverait des capacités de réaction. Oui, on travaille aussi dessus. Il y avait des questions. Oui, alors j'ai beaucoup apprécié vos 3 exposés, extrêmement intéressants, bien documentés. Il y a juste un mot que je ne vous ai pas entendu prononcer, mais je pense qu'il faut aussi le signaler, c'est le mot corruption. Parce que, et c'est en particulier peut-être une réponse à la première question qui a été posée, pourquoi est-ce que les pays, les gouvernements des pays où ces violations des droits humains sont commises ne sont pas tellement mises en question? Eh bien, je pense je sais qu'il y a un nombre considérable de capitaux qui vont pas, non pas à des investissements, mais simplement à corrompre les gouvernements. Et là, je vous demander, est-ce que vous travaillez, par exemple, avec une entreprise comme Transparency International, il faut toujours qu'il y ait un nom anglais, comme ça s'appelle. Est-ce que vous dénoncez aussi le fait qu'un très grand nombre de députés, de membres de gouvernement, peut-être pas les membres de gouvernement, mais les députés, sont membres de conseils d'administration de ces grandes sociétés et qui vont par conséquent essayer de freiner, parce que c'est leur intérêt très personnel, toutes ces différentes actions. Et juste encore, je suis aussi très sensibilisé à cet accord transatlantique. Ça s'appelle quoi? TISA, non? J'en ai plus suivre, il y a TAFTA, parce qu'il y a des abréviations en anglais, en français. Oui, c'est ça. On se perd. Ces négociations se font pratiquement en secret, je crois. Il n'y a pas de rapport
on a quelquefois des fuites, et ce que j'ai entendu, et je crois que si vous pouvez le confirmer, c'est que ces accords permettraient aux entreprises d'attaquer en justice des privés ou des petites associations parce que, oui, ce que j'ai entendu, si on donne la priorité à une entreprise nationale par rapport à une entreprise transnationale d'un autre pays, ce qui me semble un scandale épouvantable, mais qui paraît-il, serait une des clauses de ce contrat en discussion. Non, je me permets de prendre la parole là-dessus parce qu'en fait, à Sherpa, on a deux départements, un sur la globalisation des droits humains et un sur les flux financiers illicites, tout ce qui est corruption, blanchiment. Et puisqu'on a évidemment conscience que les deux vont de pair, j'ai prononcé le mot corruption, mais ce n'était pas le sujet. Mais effectivement, c'est un des énormes problèmes. Le département de Sherpa travaille avec Transparency International depuis des années, mais comme Amnesty International, Transparency International vole la vedette à tout le monde, mais vous verrez dans le cahier de proposition de Sherpa que ça fait depuis sa création qu'il y a des propositions dans ce sens, évidemment. Il y a une loi en ce moment en France qui est en train d'essayer de renforcer justement ces problèmes de corruption. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler aussi des biens mal acquis que Sherpa a justement mené avec Transparency International, qui consiste en fait à demander à des chefs d'État étrangers de restituer des biens, par exemple avenue Foch. On a des hôtels privés qui coûtent des millions d'euros qui ont été achetés avec l'argent public étrangers, de citoyens étrangers par des chefs d'État en France. Et donc, on a par exemple aussi attaqué Vinci pour corruption d'agents publics étrangers en Russie. Donc ça fait partie des choses qui sont faites à Sherpa et qui sont tout à fait complémentaires avec les démarches de renforcement de la responsabilité des multinationales qu'on a évoquées tout à l'heure. Alors, François t'a posé beaucoup de questions. Pas question, il y a plusieurs questions, j'essaierai de faire rapidement. Et sur la corruption, deux mots. Quand on parle de la corruption, il y a toujours un corrompu et puis un corrupteur. Alors, moi j'ai le souvenir, les cheveux blancs de la salle devaient savoir, en Suisse, il y avait une loi, je ne sais pas à quel moment c'était aboli, maintenant c'est aboli, mais il y avait une loi pour les entreprises de déduire justement cet argent de corruption pour vendre leurs produits à l'étranger. Hein? Vous vous souvenez de ça? Je ne sais pas comment c'était libéré. C'est 2001. Et puis, deuxième exemple, je ne sais pas si on peut aussi mettre dans la catégorie de la corruption ou non. Moi, je trouve que le système politique suisse est assez remarquable. Ce n'est pas parce que je suis en Suisse, hein, je suis devenu citoyen suisse, mais par rapport à beaucoup de pays dans le monde, c'est remarquable. Par contre, nous avons quand même quelques défauts dans ce système politique que nous avons. Il n'y a pas de transparence sur le financement des partis politiques. Hein, on ne sait pas comment ces partis politiques sont financés quand on regarde, pour ne pas mentionner les plus grands partis politiques de la Suisse, avec des campagnes, avec des millions, hein, comment elle arrive à faire pencher la balance dans les campagnes de votation ou électorales. Bon, je m'arrête là, je vais pas aller plus loin. Maintenant, tu as évoqué un autre problème par rapport aux négociations en secret. Ça c'est vrai, paraît-il que enfin, ces entités n'aiment pas, c'est quoi la créature qui a peur de la lumière? Donc, ils n'aiment pas trop. Je ne sais pas. Donc, moi j'aimerais juste
rappeler peut-être un bon exemple. Si vous vous souvenez, à la fin des années 90, il y avait aussi des négociations au sein de l'OCDE à Paris qui s'appelait l'accord multilatéral sur les investissements. L'abréviation c'était AMI. Et là aussi, c'était, nous, le CETIM a sorti un livre, accessoirement à l'époque, et cet accord était aussi négocié en secret. Ensuite, ça allait être imposé à tous les États par la suite. C'était négocié en petit comité. Mais il se trouve qu'à l'époque, il y a eu une mobilisation surtout du milieu artistique en France, au Canada et je ne sais plus quel pays, dans les 3 pays, en Suisse aussi on a bougé un peu. Et résultat des courses, quand cet accord a été rendu public, ces négociations secrètes sont rendues publiques, ça a été retiré. Maintenant, ce que tu évoques, ça existe déjà malheureusement dans le cadre des accords de l'OMC. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de préférence nationale, donc il faut ouvrir. C'est le principe de l'OMC. Hein. Donc, on doit ouvrir les frontières. Celui qui remporte l'appel d'offres, voilà, ce sera évidemment les plus grands, pas les plus petits. Mais le pire avec ces négociations entre l'Europe et les États-Unis, du peu que j'ai pu comprendre, c'est qu'on veut graver dans le marbre, carrément, le pouvoir de ces entités. Donc, pour, en quelque sorte, écarter ou mettre hors service les parlements et les gouvernements. Si je dois faire la comparaison, vous connaissez ce qui se passe en Grèce, hein, qui est endetté, etc. Vous pouvez faire des élections, vous pouvez mettre le gouvernement que vous voulez. Donc, ce pays est sous tutelle. Pas d'autrement. Il est sous tutelle et le Parlement et le gouvernement peut s'agiter comme il veut. C'est à Bruxelles qu'on décide, entre les FMI et l'Union européenne. C'est ça, c'est la réalité. C'est que cet accord entre l'Europe et les États-Unis, c'est vraiment formaliser ou légaliser le pouvoir de ces entités, pour simplifier, hein, et ensuite court-circuiter à la fois les gouvernements, à la fois les parlements, à la fois les juridictions nationales. Donc tout ça qui est compris dans ces accords que j'ai pu voir et j'ai pu lire. Et même j'ai entendu à la radio, peut-être une Française avec nous, elle devrait savoir, même, je crois que c'était un ministre qui parlait à la radio, en disant que le texte, il n'avait pas accès, et on lui a dit d'aller à l'ambassade des États-Unis pour lire, pour lui montrer. C'est tout. Je crois que Julien, il veut terminer. Je pense que vous avez tous un peu faim ou ça, on va laisser réfléchir, mais je ne sais pas si on a le temps pour notre question, sinon je veux juste conclure. Ouais. Conclue et si vraiment il y a encore une question, on mais de toute façon, on va rester. Et on peut continuer, c'est ça. On va continuer la discussion. Je crois que ce qui ressort un peu maintenant, c'est différentes problématiques, la corruption, les accords transatlantiques, et puis cette inégalité entre les lobbies économiques qui ont accès à certaines de ces négociations, puis les lobbies de la société civile qui sont soit devant les portes fermées, soit n'ont pas les moyens et les ressources d'y accéder. Mais c'est cette convergence en fait de toutes ces problématiques vers le rôle que joue en fait notre système économique, notre système actuel. Et puis c'est face à ça, quelle est la solution? C'est justement dans des espaces comme celui-ci pour discuter, pour élever le niveau de conscience de ce qui se passe et pas non plus perdre espoir parce que face à toute cette injustice et puis à toutes ces inégalités, on est souvent un petit peu déprimé, en tout cas en colère. Donc des initiatives sont nécessaires à tous les niveaux. Il y a des gens qui travaillent à tous les niveaux. Moi, je le vois parce qu'on a 77 organisations de la société civile. On a choisi d'ailleurs de pas avoir de parti politique. On adore ces raisons. Et puis chacune est indispensable. Chacune travaille sur un problème particulier.
et on contribue ainsi à la création d'un projet. On essaye. Très belle conclusion.